Bienvenue sur le Journal Toulousain version télé. Ce matin, c'est un nouveau match politique qui vous attend. Avec un spécial législative, nous partons en direction la 3e circonscription de Haute-Garonne. Face à face, le match oppose François Simon, vice-président de la région Midi-Pyrénées. Souvenez-vous, il avait été aussi tête de liste en 2001 face à Philippe Douste-Blazy à la mairie de Toulouse. Face à lui, Jean-Luc Moudenc, lui c'est l'ancien maire de Toulouse de 2004 à 2008, c'est le président départemental de l'UMP, ils nous attendent, ils vous attendent, on y va. Bonjour, bienvenue sur le Journal Toulousain version télé. Ce matin, c'est donc un nouveau match politique qui nous attend. Un peu particulier puisque nous entrons dans la période des législatives avec pour la première fois 2 candidats face à face qui concernent la 3e circonscription. Donc d'un côté, François Simon. Bonjour. Bonjour. Donc médecin. Médecin généraliste sur Toulouse. Vice-président du conseil régional. Oui, aux Solidarités. Et vous avez été candidat à la mairie de Toulouse. En 2001. En 2001, c'est une très vieille histoire ça maintenant, en 2001. Et j'avais été, y compris, député suppléant de Pierre Clohen sur l'ancienne 3e circonscription dans les années 95. Donc c'est formidable puisque déjà à l'époque vous étiez en face donc, de Jean-Luc Moudenc qui lui faisait équipe avec Philippe Douste-Blazy, qu'il connaissait bien pour avoir travaillé avec lui notamment à Lourdes. Jean-Luc Moudenc donc également président départemental de l'UMP. Le parti présidentiel et donc ancien maire de Toulouse de 2004 à 2008. C'est une expérience qui vous a marqué, Jean-Luc Moudenc? On ne peut pas diriger la 4e ville de France sans être marqué par cette expérience. Et puis, je crois que tout le monde me reconnaît le fait que je m'y suis donné à fond. Alors, qu'est-ce qui vous motive, tous les deux, pour partir au combat sur cette 3e circonscription? François Simon? Moi, ce qui me motive, c'est essentiellement de répondre politiquement aux crises dans lesquelles aujourd'hui notre société, à laquelle notre société est confrontée, que ce soit les crises sociales, économiques, financières et évidemment écologiques en ce qui me concerne. Et j'ai, de par mon parcours de militant, d'élu dont on a parlé tout à l'heure, je crois maintenant être en capacité d'aller à l'Assemblée nationale et de porter ces combats-là, de porter des lois pour que les choses puissent changer. Et l'accord qu'on a passé avec le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts fait que la 3e circonscription, que je connais bien par ailleurs, puisque j'y ai habité, j'ai été élu là-bas, eh bien, est la circonscription qui a été celle de l'accord. C'est un combat pour vous plutôt local ou plutôt national, ou les deux à la fois? Alors, être député, c'est un combat, enfin, c'est pas un combat, être député, c'est une fonction nationale. La campagne va être un combat, par contre. Et je serai évidemment à l'Assemblée nationale par rapport à cette mission-là, par rapport à ce mandat-là. Je n'aurai qu'un seul mandat, c'est un engagement que j'ai toujours vécu, que j'ai toujours pris et que je tiendrai. En revanche, il y a une attache territoriale qui se fera avec les élus territoriaux et avec la population dans un aller-retour réciproque, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mais la fonction principale d'un député, c'est d'être député. Jean-Luc Moudenc, qu'est-ce qui vous décide à y aller? Servir mon pays. Être député, c'est d'abord faire la loi, préparer l'avenir, quelles sont les décisions qu'il faut pour la France au cours des 5 années qui viennent. Il y a beaucoup d'enjeux. Et puis après, c'est servir Toulouse, représenter Toulouse, parce que le scrutin, il ne se déroule pas de manière théorique. Il se déroule sur un territoire. Et je trouve que la voix de Toulouse, on ne l'entend plus beaucoup au niveau national et en particulier à l'Assemblée nationale. Et il me semble que l'ancien maire de Toulouse que je suis est crédible pour justement faire entendre cette voix à nouveau et assurer cette représentation. Et puis, on est élu dans le cadre d'une circonscription, avec des quartiers de Toulouse, avec des communes, avec une grande diversité. Et j'entends servir les citoyens, représenter les citoyens de cette circonscription, être à leur côté, dans leurs problèmes et dans leurs projets. Alors justement, vous parliez, Jean-Luc Moudenc, de la diversité de cette circonscription. Alors, il y a eu quand même des critiques sur le fait que cette circonscription ait été découpée de manière particulière. Donc, on a parlé d'un découpage Marlex, du nom du ministre qui s'est occupé du découpage territorial. Et puis parfois, on a dit aussi que ça avait carrément été découpé à Toulouse. Donc, c'est quoi la réalité? Est-ce que vous avez découpé cette circonscription? Écoutez, je ne m'occupe pas de découpage. Et si jamais elle avait été découpée pour
les raisons que vous donnez dans votre question, hein, en hypothèse, ça voudrait dire que cette circonscription va donner le 6 mai prochain une large majorité à Nicolas Sarkozy. Donc je vous engage à attendre le 6 mai et selon les résultats à regarder si votre hypothèse est validée ou pas. En réalité... C'est pas une hypothèse, c'est ce qui a été dit... Oui, oui, mais vous savez, Léon dit, moi, ça ne fait pas une vérité. J'habite dans cette circonscription depuis 20 ans. J'ai été élu conseiller général sur des quartiers qui forment cette circonscription. J'ai même été réélu largement. Les quartiers de Montaudran, de la Terrasse, du Pont des Demoiselles. Quand on connaît cette circonscription, comme je la connais, on peut en parler en disant que c'est une circonscription qui est marquée par une très grande diversité politique et sociologique. Vous avez de la ruralité, vous avez des communes de gauche, vous avez des communes de droite, vous avez des quartiers toulousains qui sont extrêmement populaires dans le sens traditionnel, et vous avez des quartiers toulousains qui sont de la nouvelle sociologie toulousaine, qui est plutôt favorable à une certaine gauche. Vous avez des quartiers qui sont marqués à droite, enfin, vous avez des quartiers qui sont très mixtes. Véritablement, c'est une circonscription qui est équilibrée et qui, je crois, est assez représentative des problèmes du pays. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Alors François Simon, est-ce que déjà vous faites attention où on dit? Non, je m'amuse beaucoup de voir M. Moudinque ne pas s'intéresser au découpage. D'une part, je peux vous confirmer que M. Marleix connaît très bien les billets de train ou les billets d'avion pour aller de Toulouse à Paris et que ça a pu servir. Je peux dire que cette circonscription tout de même a été découpée d'une façon assez extraordinaire, puisque si on prend le canton 9, la partie donc toulousaine, j'élimine Ramonville qui est allé sur une autre circonscription dans le redécoupage, sur la 9 de fait, mais le canton 9, comme ça, il y a un quartier là qui longe le canal du Midi, Saozelongue, qui est un quartier populaire de la circonscription, hop, il disparaît de la circonscription. Je vais de l'autre côté, je m'en vais du côté de Montrab, une ville qui vote bien socialiste, hop, elle change de circonscription, elle s'en va sur une autre circonscription. Ce qui fait qu'on a un découpage. Ça ne changera rien sur le fond, c'est le seul point d'accord que j'ai avec M. Moudinque sur ce qui va se passer à la fin. Mais on a tout de même quelque chose d'assez étrange qui part de Saint-Michel, qui passe par les Carmes, par la rue Croix-Baragnon, qui s'en va à la Côte-Pavée, qui redescend vers Balma pour aller à Verfeil. Ce qui est tout de même, sur le plan géographique, assez surprenant, sur le plan sociologique, un petit peu moins. Évidemment, cette circonscription a été faite pour un candidat de droite qui s'appelait et qui s'appelle M. Moudinque. Le problème, et là je le rejoins, c'est que de toute façon, ce qu'avait pas prévu M. Marleix, c'est que Nicolas Sarkozy va être battu et largement battu, et que comme en 2007, tous les députés de la circonscription seront des élus de gauche, mais pas tous socialistes, puisque je suis à Europe Écologie. Si on écoute François Simon, Jean-Luc Moudinque, qu'il y a comme de la magie dans le découpage des quartiers toulousains. J'appelle ça des ciseaux, moi, et pas de la magie. La réalité, c'est que la Haute-Garonne est un des départements les plus dynamiques sur le plan démographique. Nous étions représentés par 8 députés. Nous étions en fait sous-représentés par rapport à d'autres départements et il a fallu faire un découpage qui a été validé par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, où il y a des principes de droit et d'équité qui sont appliqués avec une très grande liberté. Voilà, alors après que le découpage fasse lieu à des supputations, etc., ça, vous savez, tous les découpages, c'est comme ça. Enfin, véritablement, je considère que c'est pas la question qui est posée aux électeurs. Alors, on va parler justement de la diversité de cette circonscription, puisque vous l'avez abordé tous les deux déjà, avec quelque part 3 territoires bien distincts, avec le centre-ville toulousain, vous en parliez, avec cette première couronne toulousaine, et puis aussi cette entrée du Tarn. Comment fait-on le lien entre ces 3 territoires, François Simon? Je crois que c'est... Est-ce que c'est une difficulté, déjà? C'est pas une difficulté, puisque ça permet de brasser l'ensemble des problèmes d'une société. Alors c'est vrai qu'il y a cette part toulousaine qui représente 71-72% de la population, donc c'est vraiment la part très importante, avec des enjeux nationaux et un enjeu de dynamique économique et un aménagement de la ville de Toulouse, mais qui se porte, je le répète encore une fois, non pas dans des futures municipales, mais dans le cadre des élections législatives. Il y a un deuxième niveau qui est le périurbain, qui est donc effectivement toutes ces communes qui sont en train de grandir, de grossir avec tous les problèmes d'aménagement que ça représente. Et puis il y a cette partie rurale
qui veut rester rural, qui veut être conservé et qui souffre un peu et de la difficulté de rentrer dans la ville de Toulouse et du mitage progressif des zones urbaines. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et quand je rencontre les maires de ces petites communes, c'est essentiellement ce qu'ils me rapportent. Donc le rôle du député sera et de préserver ce qui reste du monde agricole dans cette partie-là, de garder cette ruralité, ces zones vertes, et les maires de ces communes y attendent beaucoup, un développement périurbain harmonieux, ce qui me paraît le plus difficile, et conserver à Toulouse cette qualité de vie qui est légendaire. Pourquoi vous dites que c'est le plus difficile? Mais parce que si je prends une ville comme Balma, 13 000 habitants actuellement, dans les projets d'urbanisation, cette commune, elle doit arriver jusqu'à 60 000 habitants, théoriques, voilà, sur les années qui viennent, hein, pas en 5 ans. On voit bien tout de même que de passer de 13 000 à 60 000, au niveau de l'occupation des sols, au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau des emplois, au niveau du bien vivre, eh bien c'est des enjeux qui sont phénoménaux. Voilà. Et ça, je crois que ça rentre dans une problématique, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, c'est cette grande poussée de la métropole toulousaine, qui tout de même, sur les années qui viennent, va augmenter, dans les 30 ans qui viennent, de l'équivalent de la communauté urbaine de Strasbourg, qu'on va intégrer, 400 000 habitants, c'est quelque chose qui est colossal comme enjeu. Et ça se fera très certainement sur ces zones périphériques, avec toutes les difficultés que ça va représenter. Jean-Luc Moundingue, cette diversité au niveau du territoire, elle vous inspire quoi? Et là aussi, comment vous faites le lien entre ces 3 territoires bien distincts? L'enjeu, je crois que François Simon l'a dit, effectivement, c'est que c'est un territoire qui est dans la dynamique de la métropole, qui va se développer. C'est un territoire où il fait bon vivre, de diverses manières aujourd'hui. Et la question que se posent beaucoup d'habitants, que ce soit des Toulousains, des habitants de la périphérie, ou des habitants qui habitent la partie rurale, c'est de savoir si ce développement qui est en perspective va permettre de garder la bonne qualité de la vie. Parce qu'aujourd'hui, sur ce territoire, il y a une bonne qualité de vie. Et c'est vrai que le député, me semble-t-il, doit être aux côtés des élus locaux, aux côtés des citoyens, pour que dans le déroulement de tous les projets, où parfois l'État a son mot à dire, eh bien, il y ait un accompagnement qualitatif. Quand je rencontre des habitants de Montaudran, quand ils regardent les projets qui sont en train de se préparer, soit sur la future ZAC autour de la route de la Bèche, de la route de Revel, du chemin Malpère, ou dans le secteur des anciens terrains d'Air France, je rencontre beaucoup d'inquiétudes parce que les gens savent qu'il va y avoir des centaines et des milliers de logements qui vont être construits. Ils sont un peu angoissés sur leur devenir. Et quand je vais de l'autre côté du périphérique, à Balma, Balma est la commune qui a le plus de réserves foncières de toutes les communes mitoyennes de Toulouse. On va beaucoup parler de Balma dans ce débat, je sais. Ben oui, parce que c'est une commune qui compte dans cette circonscription. Elle y est dans cette circonscription. Vous voyez, quand on parle de découpage, Balma est dans cette circonscription. Bon, eh bien, c'est une commune qui a de très nombreux projets urbains. Il y a des choses parfois un peu vertigineuses qui sont prévues par la municipalité en place à Balma, qui effraient, parce que les gens se disent, se développer oui, mais est-ce qu'on va continuer à bien vivre? Et c'est là où le député, me semble-t-il, a un rôle à jouer, notamment sur tout ce qui concerne les projets d'accompagnement des infrastructures de déplacement. Formidable, Jean-Luc Moundingue. Pour la transition, puisqu'on va parler justement des infrastructures, des transports, est-ce que la problématique des transports est posée sur votre circonscription, François Simon? Elle est sacrément posée, hein, mais juste avant de vous répondre à cette question-là, je voudrais juste, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je crois que le rôle d'un député, en dehors de sa partie à l'Assemblée nationale, c'est effectivement d'être sur le terrain. Et sur le terrain, ça se fait de 2 façons, et moi je m'engage là-dessus de façon très claire, c'est ce que je dis et que j'écris sans cesse. D'une part, de réunir tous les élus territoriaux très régulièrement pour avoir cet aller-retour entre ce qui se passe sur le terrain et ce que je fais au niveau national, de façon à ce qu'on soit en osmose. Donc quand vous appelez les élus locaux, concrètement... C'est les maires et les conseillers généraux. Voilà. Okay. Et d'autre part, mettre en place... un conseil consultatif auprès des habitants, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la démocratie telle que je la souhaite, il faut remettre du lien entre les habitants, et pas uniquement en période d'élection, et donc je crois qu'un conseil consultatif est important. Tout à fait, et je crois que c'est fondamental. C'est ce qu'avait
fait Pierre Cohen sur l'ancienne 3e circonscription, et c'est ce que je ferai sur la nouvelle 3e circonscription, en lui donnant peut-être quelque chose d'un petit peu plus officiel, de plus consultatif que purement de débat. Mais je crois que c'est fondamental. La question des transports. Voilà, la question, mais elle est fondamentale, la question des transports. Mais je crois, et je suis content d'avoir M. Moudingue en face de moi, on ne peut pas ne pas la ramener à son histoire, à l'histoire toulousaine. Toulouse a été considérée longtemps comme la belle endormie. Voilà. Et Guy Jalabert en parlait beaucoup, et puis Toulouse s'est réveillée, tant mieux. Mais on a eu une mairie pusillanime autour de Dominique Baudis, qui était tout de même une ville qui ne voulait pas s'endetter, qui ne voulait pas faire une communauté d'agglomération, qui voulait faire simplement un district, qui a mis longtemps avant de franchir quelques pas. Et pendant que la ville s'agrandissait, les infrastructures, au nom de la dette, ne suivaient pas. Alors je sais bien, je précède Jean-Luc Moudingue qui va me dire « Ah oui, la ligne A du métro ». Mais la ligne A du métro, elle n'a pas été payée par les Toulousains, elle n'a pas été payée par Toulouse, elle a été payée par l'État, elle a été payée par les taxes sur les entreprises. Et donc progressivement, les infrastructures de transport ont pris du retard. Et aujourd'hui, on est dans une situation assez inconfortable, même très inconfortable, c'est que tous les efforts, et il y a des efforts actuellement qui sont faits par la nouvelle municipalité, ne font qu'essayer de rattraper un retard, alors que dans le même temps, comme on le disait tout à l'heure, il y a une augmentation de 15 000 habitants chaque année sur l'agglomération toulousaine. Donc là, on court après notre ombre, et c'est un vrai souci, et la responsabilité, ben ça tombe bien, il y avait un adjoint à la mairie de Toulouse, il s'appelait Jean-Luc Moudingue. Il y avait quelqu'un qui s'occupait des transports à la ville de Toulouse, il s'appelait Jean-Luc Moudingue. Et je crois que si on en est là, eh bien politiquement, il a une grosse responsabilité. Jean-Luc Moudingue, donc le responsable de tout ça. Très bien, ben écoutez, je reconnais bien là d'abord François Simon, qui est dans cette élection le candidat de Pierre Cohen et de la municipalité toulousaine. Moi, je serai le candidat de tous ceux qui, dans la circonscription, à Toulouse et ailleurs, ne sont pas contents de la municipalité et veulent, en votant pour moi, envoyer un signe de désapprobation. Ça donnera un enjeu local supplémentaire à cette élection. Donc vous faites allusion à tous ces Toulousains qui parfois créent des collectifs liés à l'actualité des travaux, au tramway. Tous les Toulousains ne créent pas des collectifs, mais j'ai l'impression qu'il y a une colère collective qui monte, il faut qu'elle s'exprime à un moment et de la manière la plus démocratique qui soit. Donc, sur l'attaque de François Simon. Voilà, donc François Simon reprend donc ce rôle-là en tant qu'héritier de Pierre Cohen pour le mandat législatif de la 3e circonscription, comme il nous l'a dit en début de rencontre, et donc il critique tout ce qui a été fait sous Dominique Baudis, sous moi-même. Bon. La réalité, quelle est-elle? La réalité, c'est que la ligne A du métro, qui c'est qui l'a voulu? C'est Dominique Baudis. La ligne B du métro, qui c'est qui l'a impulsé et qui c'est qui a monté, je dirais, le projet, je dirais, qui l'a fait vivre jusqu'au bout, c'est moi-même. C'est-à-dire que les infrastructures de transport en commun, les deux infrastructures qui aujourd'hui sont utilisées par pratiquement 350 000, 400 000 personnes par jour, c'est à mettre à notre actif. Donc, effectivement, je pense que la taxe sur laquelle on n'a rien fait ou rien fait de significatif en matière de transport ne tient pas. Pour autant, il reste beaucoup à faire pour une raison très simple. C'est que nous avons le record de progression démographique de toute la France. Et que l'INSEE nous annonce, une étude a été publiée il y a 1 mois et demi, que d'ici 20-30 ans, nous allons avoir 500 000 habitants de plus. Quand les habitants actuels entendent cela, ils sont un peu inquiets. Ils sont contents parce que ça veut dire qu'on se développe, qu'on se porte bien. Mais en même temps, ils se disent, oulala, mais dans quelles conditions va-t-on vivre? Et donc il faudra, effectivement, en faire plus en matière de desserte, et en faire plus sans esprit, je dirais, idéologique, en tout cas c'est ma vision des choses à moi, c'est-à-dire plus en transport en commun, plus en infrastructure routière. Et je me battrai dans cette perspective-là, si je suis élu député. Jean-Luc Moudingue, j'entends ce que vous dites, mais ce que dit François Simon, c'est que quelque part, les choses n'ont pas été anticipées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous dites voilà, qu'il y a un flux démographique important, et on le sait, mais la question c'est, est-ce que cela a été anticipé? Et notamment par votre municipalité? Écoutez, la municipalité que je conduisais a été celle qui a fait le plus d'investissements en transport en commun depuis l'histoire de Toulouse. Entre 2001 et 2008, 3 ans où j'étais adjoint au déplacement, comme mon adversaire l'a rappelé, et 4 ans où j'ai été maire, c'est cette année, 1,9 milliard ont été investis pour les transports en commun. Jamais
jamais l'agglomération toulousaine n'avait investi autant. Merci de confirmer ce que je suis en train d'expliquer. C'est qu'effectivement, c'est pas que vous n'avez rien fait, c'est que vous avez tout fait avec beaucoup de retard. Et qu'effectivement, vous avez été obligé de faire un effort du temps où vous étiez responsable, de par le retard antérieur. Et c'est ce que je reproche à la droite, qui a tout de même été au pouvoir 37 ans à Toulouse. Ceci dit, je vous rappelle qu'on n'est pas sur un débat municipal, donc on va revenir, j'espère, sur le législatif. Oui, mais ça concerne quand même votre circonscription. Mais ça concerne, et du reste, on peut, je le vois bien auprès des habitants qui ont beaucoup de mal le matin, je le comprends tout à fait. Mais il y a 37 ans, alors, sur les dernières années, vous essayez de récupérer un handicap, mais ça n'a pas été fait. Et je peux dire que, y compris à l'époque, Toulouse s'enorgueillait d'être à dette zéro, mais pendant ce temps-là, toutes les structures paramunicipales, dont la mairie avait des responsabilités, elles étaient en train de s'endetter. Donc il y a eu une politique à l'époque qui fait que rien n'a été anticipé et qu'aujourd'hui, on court après notre ombre. Je crois que vous mélangez les choses, parce que la dette zéro, elle ne concerne pas les transports en commun. La dette zéro, elle concerne la compétence municipale stricte, c'est-à-dire le budget municipal. Oui, mais la ville de Toulouse ne s'est jamais endettée du temps où moi j'étais élu pour compenser le handicap en injectant de l'argent dans les transports. La ville de Toulouse, en tant que telle, elle n'a pas la compétence transport, et vous le savez parfaitement. La compétence transport, elle a été transférée depuis longtemps. Qui a dit ça ? Vous dites que la ville de Toulouse ne s'est pas endettée et que donc elle n'a pas pu investir suffisamment dans les transports. Elle n'a pas suffisamment mis dans la société des transports en commun de l'argent pour lui permettre de vivre et d'investir. La vérité, c'est que le syndicat mixte des transports en commun, TICO, a été créé au début des années 70, non pas par la ville de Toulouse seule, mais par Pierre Baudis, par Alex Raymond, maire de Colomiers à l'époque, par Léon Écoute, président du Conseil général à l'époque, donc deux socialistes et quelqu'un du centre droit, et ils ont mis en place une politique de transport en commun, celle que vous critiquez, puisqu'elle a été mise en place au début des années 70. Cette politique-là, elle a été conduite dans un consensus le plus complet pendant les 20 premières années où vous n'étiez pas élu et où je n'étais pas élu non plus. Donc vous pouvez faire des critiques, je peux en faire, nous pouvons en faire, simplement... Je ne pense pas que le responsable soit à cette table, mais peu importe, ce n'est pas le plus important. C'est pas le seul, c'est pas le seul. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dire qu'on n'aurait pas assez investi dans un transport en commun parce qu'on voulait avoir une dette zéro à la ville de Toulouse, ce n'est pas vrai, parce que la dette zéro de la ville de Toulouse, elle s'applique aux compétences municipales. Et la compétence transport, depuis 1972, n'est plus assurée par le budget municipal toulousain, vous le savez bien, mais par le budget du syndicat des transports, qui lui a pris les décisions nécessaires. C'est trop complexe, mais... Alors, c'est vrai que le sujet est complexe. Juste François Simon, Jean-Pierre Plancade, donc, qui est sénateur PRG, donc on ne peut pas accuser de défendre la politique de Jean-Luc Moudenc, lui critique un peu Pierre Cohen en disant que son plan de déplacement urbain, donc à savoir que Jean-Pierre Plancade est le prédécesseur de Jean-Luc Moudenc à TICO, lui dit que le plan de déplacement urbain de Pierre Cohen est encore moins ambitieux que celui qui avait été présenté par Jean-Luc Moudenc. Moi, je laisse M. Plancade, dans ses nouvelles amitiés, dire ce qu'il veut. C'est pas mon souci. Ce que je sais, c'est que, par exemple, les militants d'Europe Écologie ou les élus d'Europe Écologie eux-mêmes disent que le PDU tel qu'il est aujourd'hui est en deçà des ambitions nécessaires pour une agglomération toulousaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tout de même sur des investissements lourd dans une situation de crise qui n'était pas celle des années précédentes et on va donc avoir quelque chose qui est insuffisant. Alors, puisque vous dites qu'on parle beaucoup de Balma, par exemple, il y a toute une part autour de Gramont où normalement il devait y avoir un contournement et il n'est plus inscrit dans le PDU et c'est dommageable. Voilà. Donc effectivement, y compris moi, en tant qu'élu, si je me retrouve élu à l'Assemblée nationale, je pense qu'il faudra que l'État se penche très fort sur comment il va pouvoir aider toutes les grandes agglomérations, et pas uniquement celle de Toulouse, mais en l'occurrence ça profitera à Toulouse, de façon à avoir des efforts d'infrastructure qui permettront d'avoir des transports en commun beaucoup plus nombreux, d'avoir des possibilités de moins utiliser sa voiture, de façon à résoudre en partie les questions que nous nous posons avec une grande acuité à Toulouse. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent, ils ont des problèmes pour se déplacer, et ils risquent d'en avoir davantage si on n'a pas des projets sur ce territoire dans les années à venir. Et lorsqu'ils entendent François Simon faire le procès des gestions municipales passées à Toulouse, et il le fait pour des raisons politiques, je pense que M. Simon... Analytique aussi. Analytique, comme vous voulez.
je pense que M. Simon, quand vous prenez cette position-là, vous êtes à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la préoccupation des gens. Les gens, ils n'attendent pas de nous que l'on fasse l'historique de nos différents passés. Si vous voulez le faire, moi je suis prêt à le faire, c'est pour ça que j'ai joué votre jeu en quelque sorte en redonnant les perspectives et les précisions qui manquaient à votre intervention. Mais je pense que notre rôle à nous, à vous comme à moi, puisque nous sommes candidats pour être députés dans les 5 ans à venir, c'est plutôt de défendre des projets pour aujourd'hui et pour demain, plutôt que de faire le procès, en pour ou en contre, de 30 ans de politique qui aurait été anticipée ou pas. Et donc, moi, je suis dans cette dynamique-là. On peut parler du passé si ça intéresse, mais ce n'est pas moi ce qui m'intéresse. Moi, je suis là pour dire aux citoyens de la 3e circonscription, parce que je connais bien les questions de transport, comme mon adversaire a eu l'obligeance de le rappeler, avec l'expertise qui est la mienne, avec les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai accumulée, eh bien, je serai à l'écoute des élus locaux et des citoyens pour impulser, avec l'État et les collectivités, les projets nécessaires pour mieux se déplacer demain. Alors, messieurs, on va essayer d'avancer dans le débat. Oui, mais 30 secondes, excusez-moi. Mais 25. Allez, 25 mais plus que 20, là. Non, je crois qu'une chose très importante est en train d'être dite. C'est qu'aujourd'hui, il y a nécessité de vraiment développer, et je l'ai dit, c'est le rôle de l'État, aujourd'hui, d'être incitateur. C'est toute la fonction de l'État que je défends dans le cadre de ma candidature de député, et certainement pas des projets de partenariat public-privé tels que j'ai pu en entendre par-ci, par-là. Alors justement, on continue dans cette problématique. Les habitants de votre circonscription sont confrontés tous les matins à des bouchons sur la rocade. Monsieur Moudin, vous avez soumis un vœu à la communauté urbaine du Grand Toulouse qui concerne cette rocade. Est-ce que vous pouvez expliquer le contenu de ce vœu? Je souhaite tout simplement qu'on réouvre le dossier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la rocade, elle est bouchée. Tout le monde en souffre, les habitants de la 3e circonscription et puis tous les habitants de l'agglomération, bien évidemment. Et en face de ce problème, il y a le vide sidéral. On ne fait rien, on ne prévoit rien. Monsieur Simon l'a dit, il y a un PDU qui est en préparation. Lui-même reconnaît, même si le PDU est porté par son ami Pierre Cohen, que ce PDU est insuffisant par rapport aux besoins de l'agglomération. Je le crois aussi, c'est un des points de convergence que nous pouvons avoir sur le fond. Simplement, le périphérique qui est bouché, on ne peut pas continuer à faire la politique de l'autruche. Et donc ma proposition, c'est de dire, il faut que l'État, parce que c'est sa responsabilité première, réouvre le dossier, refasse des études, parce que les dernières études que l'on a, elles ont 10 ans. Et en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et qu'en mettant en perspective, justement, les 20 années qui viennent de développement, on puisse mesurer les besoins et voir quelles sont les mesures. Et moi, je dis, traitons cette question sans tabou, sans a priori, mais traitons-la. Et aujourd'hui, elle n'est pas traitée. Alors, il y a plusieurs idées. Le sénateur Chatillon dit il faut faire un périphérique à étage. Il y a des gens qui m'ont dit non, 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 il faut faire le périphérique, mais l'étage, il faut le mettre dessous, en souterrain. Bon, il y a une autre idée, celle que j'avais à un moment défendue, c'est l'idée d'une deuxième rocade plus loin. C'est une idée, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Il faut le voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut soulager la rocade actuelle, sinon la perspective de développement économique et de croissance démographique que nous avons va rendre la vie des gens impossible, les habitants de la 3e circonscription comme les autres. Alors, François Simon, vous pouvez être qu'à l'écoute, bien sûr, de la problématique, mais on se doute que le dossier écologique entre en ligne de compte aussi dans cette perspective. Voilà. Déjà, je voudrais rectifier. Quand je dis que ce PDU est insuffisant, c'est dans le contexte de ce que j'ai dit tout à l'heure, de crise, d'une augmentation très importante de la population et des retards antérieurs accumulés. Vous ne me ferez pas oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est fondamental. Non, redéveloppez si vous voulez, si ça vous intéresse à tout prix de rester dans le passé, soyez le candidat du passé. Je ne suis pas du tout dans le passé, en étant en train de faire du Giscard contre Mitterrand, c'est pas l'histoire là. Mais si ça vous intéresse. On est actuellement tout de même dans vos attaques répétées contre Pierre Cohen, en train de dire des choses qui ne tiennent pas compte de la totalité des choses. Donc je vous rappelle la totalité des choses. Maintenant, je réponds à votre question parce qu'elle est fondamentale. Effectivement, on ne peut plus rester à ce niveau-là par rapport à la circulation, que ce soit sur cette partie-là, sur cette circonscription, mais que ce soit sur toutes les entrées toulousaines, hein, soyons très clairs. Le grand contournement,
excusez-moi, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on sait que le transit, ça représente 5% de cette circulation. Et que la vraie problématique, c'est 37% de circulation intra-agglomération et 50% entre Toulouse et l'agglomération. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour permettre aux gens de ne moins utiliser ou de ne plus utiliser. Alors après... Comment on désengorge? Voilà, parce que la question, elle est là. Alors après, vous voyez, comme quoi moi je peux dire à M. Moudin, ça arrive peu souvent donc qu'il en profite, qu'il y a une question moi, qui m'intéresse, c'est savoir comment sur le périphérique aujourd'hui existant, on peut trouver à côté, dessus, en dessous, ça se discute, mais une voie spécifique pour les transports en commun qui permettront justement que ces transports d'agglomération à agglomération puissent passer par ce biais-là et par des transports en commun. Mais je suis d'autant... Nous allons trouver un point d'accord. Mais je vais vous dire, je suis d'autant plus à l'aise de le dire, c'est qu'en 2001, dans la campagne des municipales, où j'étais face à son ami Douste Blazy, je l'avais déjà proposé. Donc je suis assez tranquille pour dire qu'effectivement, je suis d'accord avec M. Moudin, et par ricochet, ça me rappelle une proposition que j'avais déjà faite. On continue les transports. La LGV, alors voilà un dossier intéressant puisqu'il a dépassé les clivages politiques. Donc là, on n'est même plus dans le débat des municipales ou le débat droite-gauche, puisque les partis ont un peu explosé sur ce dossier au Conseil régional. Jean-Luc Moudin, vous, on se doute, la LGV, c'est un enjeu crucial pour l'agglomération, d'autant plus avec cette explosion démographique dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, je crois en ce projet, je suis pour, et lorsque j'étais maire de Toulouse, c'est moi qui ai installé en liaison avec le ministre des Transports de l'époque, qui était Dominique Bussereau, le premier comité de pilotage qui réunissait l'ensemble des collectivités, parce qu'évidemment c'est un projet qu'on doit mener de manière très partenariale en entraînant tout le monde. Donc je suis pour ce projet, si je suis député, je serai de ceux qui veilleront à ce que ce projet se fasse dans les délais, à ce que les financements soient mis en place, que les procédures se déroulent selon le calendrier normal, qu'on ne prenne pas de retard. J'y crois, et effectivement c'est une ligne de clivage que j'ai avec François Simon, puisque dans cette élection législative, à mes côtés, ma coéquipière, ma suppléante, c'est Laurence Harribagé, qui est conseillère régionale, elle siège donc dans la même assemblée que François Simon, et c'est vrai qu'il y a eu, il y a quelques mois, des votes au conseil régional où la région a répondu positivement sur ce projet, mais le président Malvy s'est retrouvé un peu en difficulté, parce que seuls les socialistes et les radicaux de sa majorité le suivaient, et il ne pouvait pas déclencher un vote majoritaire sans les gens de la droite et du centre droit, et donc Laurence Harribagé a fait partie de celles et ceux qui ont poussé pour que, au nom de l'intérêt général, dépassant, je dirais, les oppositions que nous avons par rapport au président Malvy, nous puissions voter positivement et permettre qu'une majorité se dégage pour que la région réponde oui à ses engagements, et notamment sur les conventions de financement, que ce projet ne soit pas retardé. Et c'est vrai que François Simon était de ceux qui votaient non à ce projet, donc ça fait une ligne de clivage de plus. Justement, François Simon, expliquez-nous donc pourquoi cette opposition de principe donc, à ce projet de LGV? Elle n'est pas de principe, elle est de réflexion. Elle est de réflexion, ouais. Si vous voulez. Nous sommes pour que des trains à grande vitesse arrivent plus vite à Toulouse, venant soit de Paris, soit de Barcelone. Mais nous voulons que ces trains à grande vitesse qui arrivent plus vite arrivent sur les lignes existantes, reconstruites, remaniées, réaménagées. En sachant que le meilleur moyen pour que ces trains arrivent enfin à Toulouse et pas dans des échéances de plus en plus lointaines de par leur financement, c'est bien d'utiliser les voies existantes. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça mais pour 36 raisons. Déjà, quand on regarde ce qui se passe au niveau européen, voire au niveau mondial, aujourd'hui, tout le monde considère que des trains performants, ça circule autour de 250 km/h. Bon, nous avons une technicité d'excellence, hein, je n'en critique pas, qui les fait rouler à plus de 300 et quelques. Ce qui provoque des contraintes techniques très complexes, avec des taux d'usure, des consommations qui sont extrêmement dommageables pour l'écologie, l'environnement, mais y compris pour la dette énergétique de notre pays. Donc, c'est un premier élément. Mais l'élément le plus important pour moi, c'est au niveau de l'investissement. Si je vous prends l'exemple Toulouse-Bordeaux, qui nous concerne particulièrement. Aujourd'hui, une ligne LGV spécifique Toulouse-Bordeaux prolongera
le trajet de 30 km en fonction des contraintes, des courbes, etc. L'investissement, c'est pas moi qui le dis, c'est RFF, c'est entre 7, 8 milliards. Et c'est très inflationniste, puisque au début on était à 5 millions d'euros du kilomètre, mais on en est à 25 millions d'euros du kilomètre, chiffre RFF. L'aménagement des lignes existantes, en passant le barreau de Moissac, donc ce qui va diminuer un certain nombre de kilomètres, c'est un peu moins de 2 milliards. Différence de temps gagné à la sortie, c'est 6 minutes. Donc entre Toulouse et Bordeaux, vous allez avoir une différence de 6 milliards d'euros pour gagner 6 minutes. Est-ce que vous ne trouvez pas, enfin moi je m'adresse à tout le monde, mais je m'adresse à tout le monde là, est-ce que vous ne trouvez pas que 1 milliard la minute, c'est tout de même en temps de crise quelque chose d'absolument invraisemblable? Je continue mon argumentaire parce que c'est tout de même incroyable. On est dans une infrastructure nationale, une infrastructure d'État qui devrait être publique. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que ce gouvernement fait? D'une part, il fait un partenariat public-privé avec un grand groupe de travaux publics. Je ne ferai aucune interprétation, même si je n'en pense pas moins. Sur une concession de 50 ans. 50 ans. Alors que la loi Sapin, c'était théoriquement des concessions de 30 ans. Et on met dans ce partenariat public-privé une part du privé, une part du public, et dans cette part du public, qu'est-ce que je découvre? C'est que l'État en finance qu'une petite part, et qu'on demande à toutes les collectivités d'y participer. Ce n'est pas dans son domaine de compétences. Pendant ce temps-là, M. Fillon, M. Sarkozy, les amis de M. Moudingue ont modifié la fiscalité des collectivités territoriales, ce qui fait qu'on est en grande difficulté pour boucler les budgets. Donc, pour moi, par exemple, à la région, ça peut être moins d'écoles d'infirmières, ça peut être moins de lycées, ça peut être moins de formation professionnelle. Tout ça pour mettre une infrastructure qui devrait être financée par l'État et qui ira pendant 50 ans engraisser des multinationales, des travaux publics. Franchement, c'est se fiche des gens. Pendant ce laps de temps, et vous voyez, j'ai un grand plaidoyer là-dessus, mais après M. Moudingue pourra répondre. Pendant ce temps, et je reprends les propos du directeur de la SNCF, qui dit « L'avenir et l'importance aujourd'hui pour les Français, ce sont les trains du quotidien. C'est ceux que l'on prend tous les jours, et ce n'est pas pour 5% ou 8% de la population qui prennent des LGV pour des voyages d'affaires. » Voilà. Et ça, je crois que c'est fondamental, et ça revient à votre question précédente, qu'est-ce qu'on peut faire pour les transports? Eh bien, travailler sur les transports du quotidien, sur les TER, sur des lignes nationales simples, et non pas sur des grands projets pharaoniques infinançables. Sauf que, M. Simon, on peut vous rétorquer que les 5-10% de voyageurs d'affaires dont vous parlez sont peut-être ceux aussi qui vont permettre de diversifier l'économie de l'agglomération. Alors, je vais vous rappeler le débat précédent qu'on avait, qui disait que l'agglomération toulousaine était l'agglomération la plus dynamique de France. Alors vous vous rendez compte, sans LGV, sans même des TGV tels que moi j'en veux, on est déjà la région la plus dynamique. Donc cet argument-là est une vaste plaisanterie, on est déjà les plus dynamiques. Jean-Luc Moudingue. Écoutez, moi je vais vous répondre, non pas en appelant M. Sarkozy ou M. Fillon, je vais être dans cette affaire-là pas politique et pas partisan. Permettez-moi de faire citation d'un de vos confrères. J'ai sous les yeux un numéro d'Objective News de novembre-décembre dernier. Le président Malvy et François Simon sont interrogés. Et sur cet argumentaire-là, le président du conseil régional, qui pourtant soutient, c'est un paradoxe d'ailleurs, M. Simon dans l'élection actuelle, est interrogé. M. Moudingue appelle M. Malvy à le soutenir. Non, mais vous savez, moi je crois qu'au nom de l'intérêt général, sur des grands projets comme ça, il faut qu'on soit tous unis et longtemps dans la durée, parce que ce sont des projets longs, lourds, qui exigent un consensus. Et donc, effectivement, si je suis député, moi je ne vais pas travailler qu'avec mes amis. Je vais travailler pour la République dans un esprit, je dirais, de pluralisme avec tous. Donc, je cite, « Au sein de votre majorité régionale, M. Malvy, Europe Écologie Les Verts, M. Simon donc, condamne la création de nouvelles lignes et réclame le réaménagement moins coûteux du réseau existant. » C'est l'explication que François Simon vient de nous donner. Réponse de Martin Malvy. Cet argumentaire n'a aucune consistance. L'objectif n'est pas de se faire plaisir avec une nouvelle voie, il suffit de l'expliquer très simplement. On ne peut pas faire rouler sur une même ligne des trains circulant à 300 km/h et d'autres à 40 km/h. Par ailleurs, en libérant les fréquences sur l'ancienne voie, nous pourrons développer les liaisons régionales. Moi, ce qui me frappe dans la position de François Simon, il nous explique qu'il est contre le traitement du problème du périphérique
par la création d'une deuxième rocade. Il est contre le TGV. Comment peut-on développer une politique de déplacement crédible si on ne joue pas sur tous les leviers? Si on se contente uniquement de jouer sur un seul levier, celui des transports en commun, qu'il faut bien évidemment mobiliser. Et donc je me demande au fond, si en étant contre les infrastructures routières, contre le TGV, contre la deuxième rocade, au fond, M. Simon, je crois qu'il est fidèle à une philosophie de sa famille de pensée, c'est-à-dire qu'il est pour la décroissance, il est contre la croissance économique, il est contre le développement économique et contre la création d'emplois. Et lorsqu'il complète son argumentaire par une opposition au financement de la TGV, du TGV et de la LGV, il vient, je crois, confirmer... public-privé, le financement public-privé. Exactement. Le financement public-privé. Le financement public-privé, il est utile pourquoi? Et effectivement, il se fait sur des durées longues. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher, parce que c'est un investissement qui dure très très longtemps, donc il est normal qu'on amortisse les choses sur une durée exceptionnellement longue. Construire un TGV, c'est pas comme si on construisait une crèche ou une école. Et effectivement, aujourd'hui, les comptes publics sont dans le rouge, nous le savons. Et un des défis des 5 ans à venir, et ça sera un des travaux des députés qui seront élus, c'est comment continuer à porter des projets de développement sans endetter le pays, sans continuer à voter des budgets en déficit comme on le fait tous, droite et gauche confondus, depuis 37 ans. Eh bien, une des solutions, pas la seule, mais une des solutions, c'est de faire appel à des partenaires privés qui amènent leurs connaissances professionnelles dans un secteur précis, mais qui amènent aussi des financements qui permettent d'alléger la facture pour le contribuable, que ce soit le contribuable national ou le contribuable local. Et j'observe que sur ce mode de financement public-privé, il n'y a pas simplement M. Sarkozy et M. Fillon qui sont d'accord. Il y a aussi un accord des collectivités, et notamment des collectivités qui sont dirigées par les amis de M. Simon, par le Parti socialiste. Donc à un moment, je crois qu'il faut être cohérent. Si on veut du développement, il faut prendre les moyens, il faut les projets. Et comme ça coûte cher, il faut là aussi prendre les moyens, additionner le public et le privé. Moi, si je suis député, sur cette question et sur d'autres, je ne serai pas celui qui va chercher la confrontation entre le privé et le public. La France, elle a besoin de ses services publics. Et elle a besoin de ses compétences privées. Et on doit mettre ensemble sur des projets d'intérêt public définis par la puissance publique pour garantir l'intérêt général, des moyens publics et des moyens privés. On doit faire des additions. Je sens l'envie de répondre de France. Oui. On va aller rapidement parce qu'il reste encore 2 points. Mais je vais répondre rapidement. Je vais répondre rapidement mais un peu fâché parce que j'aime pas qu'on dénature ce que je dis. J'ai dit, et on pourra réécouter ensemble si vous voulez, M. Moudin, que je suis pour que les trains à grande vitesse arrivent plus vite à Toulouse. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un réaménagement et une vieille voie qui n'est pas adaptée. Taisez-vous, c'est à moi de parler maintenant. Deuxième chose, j'ai dit, et je le répète, qu'effectivement par rapport au périphérique, par rapport à la rocade, l'éventualité d'un aménagement supplémentaire pour pouvoir permettre de faire passer des transports en commun, j'étais pour. Donc ne me dites pas que je suis contre. Troisième chose, sur l'aménagement des lignes existantes, j'ai dit en préambule que les trains devaient rouler à 200-250 km/h. Et j'ai pas dit qu'ils pouvaient rouler à plus de 300 km/h, sinon c'était des contraintes techniques. Donc quand on dénature ce que j'ai dit 10 minutes avant, ça s'appelle de la mauvaise foi. Voilà, ça je voudrais qu'on arrête avec ça. Maintenant, vous m'amusez parce que on se connaît depuis longtemps, c'est toujours la même redite. Vous pensez que moi, dans ma veste par exemple, j'ai une poche à droite, une poche à gauche, j'ai la poche du contribuable et j'ai la poche du consommateur. Et c'est toujours la même histoire que vous nous racontez, c'est vous, le gentil contribuable, vous allez payer moins, mais vous, le consommateur, vous allez payer beaucoup plus. Mais à la fin du mois, mes 2 poches, elles se retrouvent et vous avez permis à des multinationales de gagner beaucoup d'argent et pendant 50 ans, et c'est toujours la même manœuvre. Bon, on va essayer de sortir des poches des uns et des autres. Qu'est-ce qui vous oppose finalement sur le fond dans cette élection? François Simon, quel est l'argument qui vous oppose principalement à Jean-Luc Moudin? Je crois qu'on vous fait la démonstration depuis tout à l'heure que beaucoup de choses nous opposent, déjà. Mais je crois qu'il y a entre les valeurs de l'UMP que défend M. Moudin et puis celles que moi je défends, je crois depuis fort longtemps,
et que je défends là, et pour Europe Écologie Les Verts et pour le Parti Socialiste, c'est un monde de la solidarité ou un monde de l'individualisme et de la méritocratie. Je pense que dans le cadre de cette crise gravissime dans laquelle on est, qui cumule, je le répète encore une fois, les questions sociales, écologiques, financières, eh bien, dans cette situation qui est terrible, je crois qu'on ne se sortira que tous ensemble de façon solidaire. Et je donne un exemple, par exemple, la question de la dépendance et de l'autonomie de la personne âgée, ça ne peut pas se résoudre par des assurances individuelles, ça se résoudra, j'espère, par un effort collectif. Donc c'est le collectif, vous voyez, on est à Toulouse, donc ça s'entend bien ça, la solidarité face à l'individualisme et la méritocratie. Donc on est presque dans le philosophique, hein. On est sur une différence... Ah, c'est des valeurs essentielles, et je pense que la politique, ça se pose y compris sur des valeurs, alors que vous dites philosophiques, et pas uniquement sur des valeurs financières. C'est peut-être aussi une chose qui nous oppose. Jean-Luc Moudin, qu'est-ce qui vous oppose à François Simon? Bon, d'abord, je ne suis pas là pour défendre des valeurs financières, ce n'est pas du tout mon identité personnelle et familiale, et François Simon le sait bien. Je suis là, d'abord, comme candidat de la droite et du centre, et porteur des valeurs de ces familles politiques qui ont une diversité. Et François Simon l'a dit, lui, il est porteur de valeurs radicalement différentes, et en l'espèce, il est le candidat du système socialiste local, qui est un système total, aux élections législatives. Et effectivement, moi je suis le candidat de la diversité démocratique, ceux qui ne veulent pas le parti unique en Haute-Garonne, que le Parti socialiste et ses alliés puissent monopoliser la représentation, ils auront la possibilité d'envoyer un signe et d'ouvrir une fenêtre pour faire un petit peu oxygéner la pièce qui s'appelle la démocratie locale. Voilà. Et puis, effectivement, voilà, nous avons des oppositions sur le fond qui sont importantes sur des dossiers locaux, on l'a vu, sur les dossiers nationaux où vous nous avez moins entraînés dans ce débat. C'est une volonté, mais M. Simon, c'est le candidat favorable à la régularisation des sans-papiers. Moi, je suis pour une politique d'intégration et une fermeté sur les politiques d'immigration. M. Simon, c'est le candidat qui est pour le droit de vote aux étrangers non ressortissants de la communauté européenne et le droit d'élire ces personnes également dans les conseils locaux. Pour les élections locales, il faut être juste. Pour les élections, c'est ce que je viens de vous dire, dans les conseils locaux. Moi, je suis opposé à cela et je suis attaché à la procédure républicaine de la naturalisation qui permet à quelqu'un de devenir citoyen français. Il est le candidat qui prône la libéralisation, la légalisation du cannabis, de l'euthanasie. Il est le candidat qui prône le démantèlement. Vous allez faire un programme extraordinaire. Il est le candidat qui prône. Jean-Luc Moudin, vous faites le programme de François Simon. Non, je lis le programme. Mais François Simon est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est un homme de conviction et de sérieux, donc c'est un adversaire que je ne prends pas à la légère, et donc effectivement, quand il est un candidat quelque part, je sais que c'est un homme représentatif et connu, et donc je regarde effectivement le programme sur lequel il se présente. Et donc, il est partisan de démanteler la filière nucléaire française. Pour moi, ce serait une catastrophe avec une augmentation de 40% de la facture d'électricité. Il est partisan d'abolir les lois sécuritaires et judiciaires votées depuis une dizaine d'années en France. Moi, je suis pour maintenir les peines planchées. Je suis pour. Je suis pour, moi, maintenir les peines planchées vis-à-vis des récidivistes, etc., etc. Donc, effectivement, il y a de vrais clivages politiques, et c'est en cela que le débat des législatives dans la 3e circonscription, ça sera un débat local et un débat national. Ça sera les deux. En ce qui me concerne, j'irai sur les deux terrains. Oui. Donc là, on a eu un catalogue. François Simon. Je ne vais pas pouvoir répondre à une telle Non, répondez pas à tout. Promettez-moi, répondez pas à tout. J'ai pas tout dit, j'en ai gardé d'autres. Mais déjà, il y a quelque chose qui m'amuse. Vous savez, quand on parle, de temps en temps, on se lâche, on ne s'en rend pas compte. Et M. Moudin qui a commencé par dire qu'il était le parti de la diversité. Et puis, quand je vois le déroulé de ce qu'il me reprocherait, eh bien, bonjour pour le parti de la diversité, c'est le parti de l'exclusion, comme bien évidemment on le vit régulièrement avec toutes les lois sécuritaires de M. Sarkozy. Moi, je voudrais déjà vous dire une chose.
ce qui se dit sur le cannabis, c'est pas la libéralisation, je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est la dépénalisation, ce qui est totalement différent. Voilà. Mais on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Je voudrais revenir sur ce que vous dites sur les lois sécuritaires et les peines planchées. Moi, je suis pour la sécurité et je suis pour qu'un délit soit sanctionné. Voilà, c'est clair, je l'ai toujours dit, vous pouvez me le reconnaître, et y compris quand j'ai été conseiller municipal d'opposition. Mais, simplement, mais. Voilà, simplement que la logique aujourd'hui sécuritaire qui correspond à dire délit, punition, ne respecte pas l'esprit des lois. Vous qui dites être démocrate, et à titre personnel je vous le reconnais, un délit, ça sous-entend un jugement, et un jugement, ça sous-entend une sanction-réparation. Voilà. Et si on passe par des logiques immédiatement de victimisation, immédiatement de peine planchée, on est en train de créer une espèce de logique judiciaire type Far West. Voilà. Et les résultats de M. Sarkozy en tant que président, mais y compris auparavant, ça a fait quoi? Ça a fait que l'insécurité a continué à augmenter, que les prisons, que les prisons sont débordées, et qu'effectivement les plus grands projets d'investissement de ce futur gouvernement, si par malheur M. Sarkozy était réélu, c'est d'investir à nouveau dans les prisons. Donc je pense qu'effectivement, ne serait-ce que pour humaniser les prisons actuelles. Je pense qu'effectivement, bon, ça on peut en parler de l'humanisation des prisons quand on diminue le personnel. Vous demanderez au personnel pénitentiaire ce qu'il en pense. Mais la question n'est pas là. La question aujourd'hui, pour moi, elle est assez fondamentale. Effectivement, il faut que les gens se sentent en sécurité et il faut que la loi s'applique. Il faut qu'elle s'applique dans le respect des lois. Et les contournements, les espèces de voies rapides judiciaires que vous nous imposez n'ont amené que des catastrophes. Donc, ne parlons pas de la façon dont vous faites, de façon caricaturale, de la position de la gauche en général par rapport à la justice et la sécurité. On est présent sur ce terrain. Je vous rappellerai en plus sur ce territoire toulousain que la fameuse police de proximité essentielle pour la sécurisation de nos territoires et de nos quartiers populaires a été démantelée par quelqu'un qui s'appelait, si je ne me trompe pas, M. Sarkozy. Moi j'ai une seule question à vous poser. Si vous êtes élu député, est-ce que vous allez militer pour l'abrogation des lois sécuritaires ou est-ce que vous allez prendre position pour leur maintien? Si vous me dites que vous prenez position pour le maintien de ce qui a été fait depuis 10 ans, alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Réponse très très brève. 3 mots. Remise à plat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cumulé 16 ou 17 lois sur l'immigration, je ne sais pas combien de lois sur la sécurité, etc. Plus personne n'y s'y retrouve. Il faut revenir sur une loi claire, simple, qui soit appliquée et qui soit suffisamment sévère, mais dans l'esprit de la loi et pas uniquement dans l'esprit de la répression. Dernière question, on va parler de politique politicienne. On ne peut pas dire que tout se passe comme un long fleuve tranquille sur cette 3e circonscription, et d'un côté et de l'autre. Beaucoup de rumeurs circulent sur une possible candidature du maire de Balma. Décidément, on revient sur cette commune de Balma, Alain Fiola, donc maire socialiste de cette ville, également conseiller général. On parle aussi de l'autre côté, Jean-Luc Moudenc, vous qui disiez tout à l'heure candidat de la diversité de la droite et du centre, on parle de l'arrivée du président du MoDem sur cette circonscription. Alors on va commencer par François Simon. Alain Fiola, est-ce que c'est un os dans votre campagne? Je commencerai par vous dire qu'Alain Fiola est une rumeur. Tant qu'il n'a pas posé une candidature, ce n'est qu'une rumeur. Voilà. Alors, si vous voulez me pousser plus loin dans mon explication. C'est une rumeur fondée, on va dire. Ça sera fondé quand à la préfecture, et c'est sans doute pareil pour le président local du MoDem, quand à la préfecture, sa candidature sera déposée avec son ou sa suppléante. Pour le moment, on va dire qu'il se tâte. Voilà. Mais alors, François Simon, comment expliquer cette rumeur? Vous qui êtes, on le rappelle quand même, hein, investi et par le Parti Socialiste et par Europe Écologie Les Verts dans le cadre de l'accord national qui a été signé entre les deux partis. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un qui parle toujours très franchement. Voilà. Le Parti Socialiste, dans le cadre d'un accord national qu'Europe Écologie Les Verts a signé avec le Parti Socialiste pour essayer de dépasser le scrutin majoritaire à 2 tours et pour instiller un peu de proportionnel dans ce Parlement qui en a bien besoin, donc on a passé un accord sur une 60aine de circonscriptions. Sur les 10 de la Haute-Garonne, le Parti Socialiste, dans sa grande sagesse, a considéré que l'accord avec Europe Écologie devait être sur la 3e circonscription. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi ils ont posé cette question-là à M. Fiola, de dire, des 10, si toi tu voulais
envisager d'être le candidat du Parti socialiste, il y a un accord, tu ne pourras pas. Que va faire Alain Fiola? Est-ce qu'il va tout de même y aller? Est-ce qu'il va être exclu du Parti socialiste? Est-ce qu'il va être exclu du groupe socialiste du Conseil général? Est-ce qu'il va être exclu de la vice-présidence de la communauté urbaine du Grand Toulouse? Est-ce qu'il va perdre son poste de président-directeur général d'Opidéal, la Société d'économie mixte du Grand Toulouse? Est-ce qu'il s'apprête à perdre les prochaines municipales à Balma? Je vais vous dire, c'est à lui de se poser la question, mais vu le nombre d'occupations qu'il a déjà sur le territoire au nom du Parti socialiste, commencer par se faire exclure du Parti socialiste, ça me paraît, pour lui, pas très raisonnable. On rappelle quand même, François Simon, que Alain Fiola est responsable de la campagne de François Hollande sur cette 3e circonscription. C'est normal ça ne me choque absolument pas. Le Parti socialiste avait décidé que les candidats aux législatives seraient le responsable de la campagne de François Hollande. Donc dans les 9 autres circonscriptions, vous savez qui c'est. Sur la 10e, moi je suis à Robétologie Les Verts. Ça aurait été un peu fort de café que je sois le président de la campagne de François Hollande avant l'issue du premier tour. Donc ils ont pris le maire de la plus grande commune hors Toulouse et ils lui ont demandé s'il pouvait l'être et il a accepté. Et je pense qu'en tant qu'encore socialiste, il a bien raison de défendre François Hollande. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Luc Bourdin, cette possible candidature d'Alain Fiola? Bah écoutez, si Alain Fiola nous écoute, moi je ne peux que l'encourager à être candidat, dans la mesure où il divise, la gauche, ma foi, dans une circonscription qui a été tellement bien découpée qu'elle est plutôt de gauche. Moi je ne peux pas le décourager. Jean-Luc Bourdin, ce matin, appelle le soutien de Martin Malvy, le soutien d'Alain Fiola. Je n'appelle pas le soutien d'Alain Fiola, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit simplement que si vous voulez être candidat pour diviser la gauche et tailler des croupières à François Simon, qui est dans cette affaire incontestablement mon principal adversaire, ça sera lui le député, ou moi. Ça se joue entre nous deux, on ne va pas se raconter des histoires. Donc s'il y a quelqu'un qui veut jouer les troubles faits plutôt chez lui, je ne suis pas contre, vous pouvez bien le comprendre. Simplement, voilà, il n'est pas désordre, M. Fiola. Donc qu'il poursuive sa réflexion, et puis de toute façon on verra. Hein, enfin, je ne pense pas que ce soit un problème très important, en réalité. C'est pas ce qui se dit un peu partout. Jean-Luc Bourdin, tout à l'heure, vous parliez de la droite et du centre. On parle de plus en plus d'une possible candidature, là, de l'autre côté, de Jean-Luc Laglaise, qui est le président, justement, local du MoDem. Est-ce que ça pose pas un problème de lecture, s'il est candidat, dans votre présentation, qui est de dire « je suis le candidat de la droite et du centre ». D'abord, sur le plan personnel, je connais Jean-Luc Laglaise depuis très longtemps. Nous avons milité ensemble quand j'étais président national des jeunes démocrates sociaux. C'est un garçon à qui j'ai ouvert la porte en 2008, entre deux tours, sur ma liste municipale. Et s'il est élu aujourd'hui à la mairie de Toulouse et au conseil de communauté urbaine, c'est parce que justement j'ai voulu, je dirais, cette diversité politique à laquelle je tiens. Alors pourquoi il irait contre vous? Attendez, deux choses. Donc je vous dis d'abord, je commence par vous dire, moi je ne me trompe jamais d'adversaire. Mon adversaire, il est là. Donc, dans la vie, il ne faut jamais se tromper d'adversaire. Il faut avoir des idées simples et saines en politique. Donc je dis, Jean-Luc Laglaise, c'est quelqu'un que je connais bien et que je trouve très bien. Voilà, à titre personnel. Deuxièmement, il est président du MoDem. Et le MoDem a eu un candidat à l'élection présidentielle, qui est François Bayrou. Et qu'à partir de ce moment-là, que le MoDem veuille présenter un candidat aux élections législatives, je trouve ça parfaitement légitime et normal. En tout cas, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Jean-Luc Laglaise n'habite pas dans la 3e circonscription, François Simon non plus. Mais c'est pas grave, c'est une circonscription qui est accueillante. On a dit qu'elle était en plein développement. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc on l'accueillera avec plaisir. La seule chose qu'il faut que Jean-Luc Laglaise mesure avant de prendre ses décisions, c'est de savoir ce que peut lui rapporter politiquement cette candidature. Je rappelle qu'en 2007, François Bayrou a fait plus de 19% à Toulouse, et que 5 semaines après, les candidats du MoDem aux élections législatives ont vu leur score divisé par 2. Cette fois-ci, le score de François Bayrou dans la 3e circonscription est de 10%. Donc c'est à Jean-Luc Laglaise de mesurer les risques qu'il veut prendre. La famille centriste est aujourd'hui affaiblie, elle est divisée. Il y a le MoDem, il y a les centristes de l'UMP,
Et puis il y a d'autres centristes qui ne sont ni au MoDem, ni à l'UMP. Bon, ce sont des vicissitudes que toutes les familles politiques dans l'histoire de la politique française ont connues à un moment. Moi, ce que je souhaite et ce à quoi je crois, c'est que les valeurs du centre et de la droite, qui ne sont pas à 100% identiques, il y a des complémentarités, elles puissent s'additionner sur des projets au service du pays et au service du territoire dont nous allons être les députés si les citoyens nous font confiance. Alors François Simon, je demandais tout à l'heure à Jean-Luc Moudin voilà, ce que ça lui évoquait l'arrivée possible d'Alain Fillola, le centre sur cette circonscription. Est-ce que c'est une division ou pas Monsieur Laglaise a toute l'attitude pour être proche de vous dès le second tour, parce que vous êtes le centre de l'UMP. Alors là, le centre de l'UMP, ça c'est comme tout à l'heure le parti de la diversité. Si vous m'expliquez, en entendant tous vos leaders nationaux aujourd'hui parler, s'il y a encore un centre à l'UMP, il s'est vraiment dévié vers la droite. Donc je crois qu'il est tout à fait entendable qu'entre les valeurs de l'UMP et les valeurs des gens du MoDem, dont certains, entre parenthèses, appellent dès aujourd'hui à voter François Hollande au niveau national, je vous le rappellerai, qu'effectivement, il y a tout de même aujourd'hui, et pas peut-être de votre faute, monsieur Moudin, mais de la faute de vos leaders, aujourd'hui, mais un fossé entre ce que sont les valeurs du MoDem et ce que défend aujourd'hui Nicolas Sarkozy et tous les gens qui le soutiennent au niveau national sur le second tour, qui fait qu'effectivement, je comprends très bien que le MoDem soit candidat. On finit, un argument pour voter pour vous, François Simon. Je crois qu'il est très important qu'il y ait une majorité parlementaire qui regroupe l'ensemble des forces de gauche et de l'écologie par rapport aux enjeux nationaux que notre pays va devoir affronter dans les mois et les années qui viennent. Et je crois que la parole écologiste aujourd'hui est essentielle et je suis très heureux et très fier de la porter, en plus avec le soutien du Parti socialiste. Jean-Luc Moudin. Je pense que le président qui sera élu le 6 mai aura une majorité à l'Assemblée nationale, quel qu'il soit. Par conséquent, l'enjeu de cette élection dans la 3e circonscription, il est national et local, mais franchement, il est plus local. Je suis dans cette élection le candidat de ceux qui désapprouvent le travail de la majorité municipale actuelle et qui veulent préparer l'alternance municipale en 2014 et faire en sorte que, à travers cette élection, eh bien, on puisse... On va pas dans un débat, messieurs. C'est l'objet de la candidature de Jean-Luc Moudin. On a mis 3 quarts d'heure, mais on l'entend. Vous préparez 2014, vous vous trompez d'élection. Je prépare 2014 depuis 2008, Monsieur Simon, je n'ai jamais cessé d'être sur le terrain. Ne passez pas par la case de députation. Et de faire soyez cohérents. Et de faire un travail de fond. Permettez-moi d'être candidat si ça ne vous dérange pas. Non, mais pas pour préparer les municipales. C'est incroyable ce que vous dites. Je n'exerce aucune responsabilité, je suis totalement disponible. Et effectivement, si je suis élu, ça sera un point marqué pour préparer l'alternance à tout le monde. C'est irrévérencieux pour l'Assemblée nationale ce que vous dites. Messieurs, on termine. Merci de ce débat plutôt agité. Et à très bientôt sur le Journal Toulousain version télé.